Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction Zoom aujourd'hui sur le programme d'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap, un programme initié par le projet de développement socio-économique inclusif à Bni Mellal. Son objectif, promouvoir l'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap dans la région. Les activités du programme sont axées sur un concours annuel destiné aux jeunes âgés entre 18 et 29 ans. Les lauréats bénéficient ensuite d'un soutien financier et d'un accompagnement pour le lancement de leur projet. On va en parler de ce programme ce soir avec Younes Tim. Vous êtes directeur général des programmes de développement socio-économique inclusif de Bni Mellal et Khnefra, financé par l'agence américaine de développement international USAID Maroc. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Donc parlons de ce programme. En quoi consiste-t-il exactement et quels sont ses objectifs? Eh bien, donc le programme s'appelle Odyssée Plus, donc il fait partie d'une famille de programmes d'encouragement de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap au niveau de la région Bni Mellal Khnefra, qui est un programme qu'on avait commencé il y a pratiquement 2 ans. On y est à la 3e année, avec un ensemble d'acteurs au niveau de la région, à savoir le Centre régional d'investissement, l'Université Sultan Moulay Slimane, l'OFPPT, l'ANAPEC, l'Entraide nationale et l'AREF, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation. Le programme Odyssée Plus donc cible directement les personnes en situation de handicap moteur au niveau de la région, et on travaille sur le programme avec l'Entraide nationale et l'ANAPEC au niveau de la région. C'est un programme auquel on a dédié collectivement un budget de 10 millions de dirhams sur 2 années. L'objectif étant donc d'encourager et de soutenir les initiatives entrepreneuriales des personnes en situation de handicap. Maintenant, il y a bien sûr on va dire le contexte où ce programme a été créé était pratiquement une réponse à un constat qu'on avait fait au niveau de la première édition des Odyssées régionales de l'entrepreneuriat, où on avait constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes en situation de handicap, des jeunes surtout, qui postulaient pour devenir donc membres du programme ou bénéficier d'un soutien technique et financier. Donc le programme vient directement répondre à ce besoin et d'encourager ces jeunes-là à s'inscrire dans ce processus d'encouragement d'entrepreneuriat. Un programme qui fait partie donc d'un programme bien plus large, qui est aujourd'hui éligible? Tous les jeunes de la région, toutes les femmes, les jeunes en situation de handicap entre 15 et 29 ans, ayant une idée de projet, tout court. D'accord. Et comment se passent les choix des projets, les qualifications pour être lauréat? Donc, pour être lauréat, c'est un processus de formation et de coaching surtout individualisé et de mentorat. On travaille en étroite collaboration avec l'ANAPEC et avec l'Entraide nationale qui, entre les deux institutions, assure déjà ce coaching et ce mentorat technique. Et donc le choix se fait sur la base des critères techniques, innovation, bancabilité, si vous voulez, de ces projets. Et donc il y a des processus, des filtres, si vous voulez, où on arrive à un stade ou une phase où on a un certain nombre de projets qui passent à travers ce qu'on appelle un bootcamp intensif de 3 à 4 jours avec un certain nombre de mentors qui les aident à perfectionner, à mieux raffiner leur projet, leur idée de projet et surtout comment présenter ces idées de projet. Et par la suite, il y a des jurys multidisciplinaires et pluridisciplinaires qui jugent la pertinence et l'innovation et l'impact social surtout de ces projets et par la suite décident sur une liste de finalistes qui, à cette année, on a, je crois, entre 12 et 15 projets finalistes. D'accord. Et ces 15 projets sont ensuite financés? Absolument. Et il y a un accompagnement même après? C'est surtout l'accompagnement après qui compte, parce que le financement, on peut toujours faire une demande de crédit à la banque et commencer notre projet, mais quand il y a l'accompagnement technique et surtout le coaching de longue haleine, on risque de tout perdre. Et donc l'idée du projet, c'est d'assurer ce mentorat, ce coaching technique, même surtout dans la phase de post-création. Et ce qui est important à signaler, c'est que même au niveau du budget de ce programme,
Le projet de développement socio-économique, donc financé par l'USAID, n'a contribué que pratiquement 2 millions de dirhams. Les 8 millions de dirhams sont une contribution du ministère de la Solidarité à travers l'entraide nationale. Donc il y a déjà l'institutionnalisation et la pérennisation de ce genre d'initiative à travers des institutions publiques marocaines. Donc c'est un travail en tout cas commun, on va dire, qui se fait avec les différentes institutions marocaines et aussi internationales. Quel est le petit plus qu'offre ce programme au niveau de l'accompagnement après? L'accompagnement, c'est différent. On peut aller auprès d'une banque et avoir un prêt, mais c'est pas ça qui fait qu'un projet va forcément réussir. C'est pas parce qu'on a les fonds nécessaires que cela va aboutir, en tout cas pour une pérennité dans le temps. Donc qu'est-ce que vous offrez de qui particulier? C'est surtout le mentorat individualisé. Quand on a 11 à 15 projets, on parle vraiment de 11 à 5 personnes qui accompagnent ces projets, mais de manière très rapprochée, de proximité et qui rentrent dans le détail. Donc, quand on parle planning financier, quand on parle approvisionnement, quand on parle design technique, quand on parle commercialisation et marketing, donc il y a une expertise qui accompagne une incubation vraiment de longue haleine qui fait en sorte que ces projets deviennent plus viables. Et on a essayé, on a testé ce modèle avec d'autres initiatives des Odyssées et ça fonctionne super bien. Et comment ces séances d'encadrement individuelles sont organisées? C'est pratiquement des séances de coaching donc individualisées dans le projet. Donc il y a le mentor ou bien le coach ou l'expert qui se déplace vers la personne qui tient le projet. Il y a aussi la partie networking où le coach fait en sorte qu'il y a une sorte de réseautage entre les porteurs de projets entre eux et entre elles, mais aussi avec d'autres institutions qui font pas forcément partie du programme, mais qui sont soit des entreprises, soit des institutions publiques, soit des bailleurs de fonds. Donc il y a une ouverture d'horizon qu'on ne voit pas nécessairement dans les programmes classiques d'incubation, de post-création. Et au niveau du process, ça prend combien de temps tout au long de ce process, entre le début, le démarrage, et puis le fait d'être officiellement lauréat avec un projet qui va démarrer? Ça peut prendre entre 4 et 6 mois, mais ces 4 ou 6 mois, il y a des séances de formation, il y a des modules de formation, il y a des travaux pratiques, il y a du prototypage, il y a du design thinking. Donc on accompagne ces jeunes depuis l'idéation vers la concrétisation du projet et même au-delà de la concrétisation du projet. Et même pendant les préparatifs pour le concours, vous l'avez dit tout à l'heure. Surtout pendant les préparatifs, parce que ce qu'il faut signaler, c'est que même avec 10 millions de dirhams, on n'est pas capable de tout financer. Donc l'un des objectifs de ces initiatives, c'est d'inculquer ce sens d'entrepreneuriat, de faire valoir les idées des jeunes, de faire avancer leur estime de soi. Donc il y a beaucoup d'avantages dans le programme qui ne sont pas forcément, on va dire, palpables ou financiers, mais qui font que ces jeunes-là arrivent à avoir un rêve de vie qui est au-delà des rêves classiques de je continue mon éducation et puis je cherche un travail, soit en fonctionnariat ou salariat, mais maintenant j'ai la grande portière de l'entrepreneuriat que je peux aussi considérer comme on va dire, une porte d'entrée au marché du travail. C'est-à-dire que même si leurs projets ne sont pas forcément choisis, ils ont le bagage nécessaire pour pouvoir continuer avec ce même projet peut-être, mais à travers d'autres institutions. Absolument, ce qui est parfois même plus important que le financement. C'est l'idée qu'on a maintenant des horizons plus ouverts, plus prometteurs, qui s'ouvrent et qui n'étaient pas forcément très visibles auparavant. Et justement, ce soutien financier, sur quels critères se base-t-on pour justement savoir quelle somme allouer? À combien s'élève la somme qui sera allouée à tel ou tel projet? Est-ce que c'est en fonction des besoins de chaque projet spécifique? Ou est-ce que c'est les mêmes sommes qui sont distribuées pour tous les lauréats? Comment ça se passe au niveau de la distribution? Ça dépend de la nature du projet, des besoins du projet, des besoins qui sont, bon, au début, c'est des besoins qui sont, on va dire, une wish list qui est présentée par les porteurs de projets. Vous savez, quand on est face à un programme de bailleurs de fonds, un programme de financement, on a tendance à vouloir tout faire. Mais à l'aide de ces mentors et de ces coachs, on arrive à raffiner ces projets à ce qu'ils deviennent plus pertinents et plus raisonnables, même en matière des besoins. Et donc le projet
avec ses partenaires, l'ANAPEC et l'Entraide nationale, accompagne ce processus de raffinement de ces projets afin de pouvoir vraiment répondre aux besoins spécifiques de ces projets et des besoins vraiment raisonnables et pertinents. Donc la somme, on peut commencer, donc ça commence pratiquement de 80 000 dirhams jusqu'à 250 000 dirhams. Donc ça dépend vraiment. Et c'est des petits projets de toutes les manières. On n'est pas face à des start-up, mais plutôt des idées, des petites idées entrepreneuriales qui peuvent par la suite être développées vers des start-up. Vous observez sur le terrain des projets qui sont innovants? Bon, l'innovation, ça dépend. Quand on n'a pas forcément beaucoup d'opportunités économiques, il faut commencer avec ce qu'on a. Donc, généralement, c'est des petites idées, c'est beaucoup de recyclage des idées qui existent déjà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des projets innovants, parce que l'innovation, ça peut dire que c'est un projet qui fonctionne bien dans le milieu urbain, par exemple, mais qui ne fonctionne pas ou bien qui n'existe pas au milieu rural. Et donc, le fait d'apporter ce projet au milieu rural et d'essayer de le piloter, c'est une sorte d'innovation. Donc, ça dépend vraiment de la nature du projet. Vous pouvez partager avec nous un exemple ou plusieurs exemples de projets qui vous ont particulièrement peut-être marqué ou qui ont particulièrement bien réussi? Bien sûr, donc à travers les programmes des Odyssées, donc on a par exemple un jeune qui utilise les systèmes d'information géographique pour, on va dire, décortiquer la qualité du sol, donc par des drones, et c'est une technologie, c'est très innovant, et il est maintenant dans un stade très très avancé. On a des jeunes qui utilisent par exemple les produits de terroir pour en faire des produits de terroir, donc complètement et à 100% bio. On a d'autres projets de valorisation du patrimoine culturel et artisanal de la région. Par exemple, on a un projet qui se focalise sur Jellab El Bziouia. Donc, même personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une Jellab El Bziouia, mais quand on est là, en train de voir comment ça se fait, comment elle est bien soignée, il y a de l'innovation dans tout ça, il y a de l'innovation culturelle, il y a de l'innovation technologique dans tout ça, et beaucoup plus de... il y a beaucoup de projets, par exemple, il y en a un autre qui fait l'installation, mais surtout la réparation et le nettoyage des panneaux solaires, mais avec une vitesse énorme, avec de la nouvelle technologie, contrairement à des technologies qui existent actuellement, qui ne sont pas qui sont pas toujours très efficaces, surtout quand on est face à des superficies très grandes. Donc des projets assez diversifiés, on l'a bien compris. Ces personnes en situation de handicap, quand elles veulent se lancer, quelles sont les premières difficultés auxquelles elles font face? La première difficulté... Mis à part le problème financier, le soutien, on va dire, financier. Bien sûr, bien sûr. Bon, sur le plan culturel, donc, la question du handicap reste toujours une question très, très sensible, parfois même tabou. On a plus d'1,7 million des Marocains qui sont en situation de handicap, entre 67% qui sont, on va dire, en chômage, et 80% des enfants en situation de handicap ne sont même pas à l'école. Donc, ils sont doublement taxés depuis un très très bas âge. Donc, quand on dit avant de commencer quoi? Commencer l'éducation, commencer l'insertion professionnelle, l'insertion sociale. L'idée du projet, déjà, l'idée de vouloir être un entrepreneur. Absolument. Donc, l'idée, il y a le préjudice, il y a les stéréotypes que les personnes en situation de handicap, et ça, on l'a touché même auprès des entreprises qui étaient censées être formées sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, il y a les employeurs de manière générale qui hésitent à embaucher des personnes en situation de handicap par faute de ce préjudice de leur potentialité, de leur productivité. Et donc, ça joue sur la confiance en soi, sur l'estime de soi de ces personnes en situation de handicap. Et quand ça devient collectif, ça devient la culture de cette population. Et donc, les faire sortir de cette, on va dire, de ce piège d'un manque de confiance en soi, c'est déjà un acquis et qu'il faut travailler plus, dont il faut investir, que ce soit par la société civile, par l'État, par donc toutes les forces vivantes, si vous voulez. Et donc, avant de commencer, il y a toujours et on l'a vu à travers ce programme, que ces jeunes-là, même avec cette idée de projet, c'est eux les premiers qui doutent de leur propre projet. Ils disent oui, j'ai ce projet, mais bon, généralement ça marche pas, mais je veux essayer. Donc
c'est une attitude qui a été renforcée par une culture qui ne donne pas forcément beaucoup de positivité envers les personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut savoir, ce qui est critique à mon sens, c'est que on peut dire que 80% des handicaps ne sont même pas visibles. Donc, quand on parle handicap, il faut déjà définir c'est quoi un handicap. Est-ce que l'handicap moteur, est-ce que l'handicap mental, est-ce que l'handicap combiné, donc des gens qui ont plusieurs difficultés fonctionnelles, des difficultés très importantes et qui font en sorte que ces personnes sont doublement taxées même avant de réfléchir à un projet de vie. Même pas un projet d'entrepreneuriat, mais un projet de vie. Donc un programme qui casse un petit peu, en tout cas, les idées reçues, qui essaie de sensibiliser sur la question de la personne en situation de handicap, justement, au niveau de la sensibilisation. Comment ça se passe? Quelle campagne préparez-vous? Est-ce que vous vous adressez aux personnes en situation de handicap, à l'entourage, à la région dans sa globalité? Comment ça se passe au niveau de la com? Donc, au niveau du projet, depuis 4 ans maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au projet, la question égalité ou équité genre et inclusion sociale est dans l'ADN du projet. Donc, autour et à travers toutes les activités, il y a toujours la dimension inclusion sociale. Et donc, quand on parle handicap, il y avait une petite expérience qu'on avait pilotée tout au début du projet et qui avait échoué à l'époque. On s'était dit que les entreprises sont prêtes à embaucher des personnes en situation de handicap. Il faut juste les sensibiliser, il faut juste les former, surtout les former sur l'inclusion, les méthodes on va dire, raisonnables, de confort et pour les personnes en situation de handicap. Et on a essayé cette approche et sur pratiquement une centaine d'entreprises qu'on avait essayé de contacter, il y en avait 3 qui étaient intéressés à commencer le processus. Et après peut-être 3-4 semaines, sur une centaine contactés, et sur les 3, au bout de 3-4 semaines, les 3 se sont retirés du processus. Il y avait même un qui a dit j'ai même pas le temps pour les personnes normales, comment ferais-je pour les personnes en situation de handicap? Donc on a un vrai problème de mentalité, de sensibilisation, mais c'est un problème historique, c'est pas un problème on va dire, créé par quelqu'un ou une institution, c'est toute une société et c'est pas uniquement au Maroc, c'est un problème. À l'instar du monde entier. À l'instar du monde entier. Donc ce qu'on a fait par la suite, on travaille actuellement avec pratiquement 250 entreprises et coopératives sur un programme de soutien post-création. Et ce qu'on a fait, on a intégré un module sur l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap et l'inclusion économique et l'insertion économique des personnes en situation de handicap comme un module transversal obligatoire. Maintenant, est-ce que l'obligation va nous donner des résultats? Pas forcément, mais c'est un pas. Tout comme quand on parle des quotas, par exemple, sur les entreprises, ça peut fonctionner, mais pas à 100%, mais cette efficacité, on peut faire de la recherche pour savoir si c'est efficace, mais c'est un travail de longue haleine. Pour changer des mentalités, parfois, il faut imposer des lois anti-discrimination. Qui sont courageuses et pratiques aussi. Et justement, puisqu'on est en train de parler du fait de mesurer un petit peu l'impact de ce programme, comment on peut mesurer le succès du programme? C'est très difficile de mesurer l'impact, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des indices, qu'il y a des process qui sont pérennes et qui vont s'assurer automatiquement par des institutions publiques et privées. Par exemple, comme j'ai cité, on travaille en étroite collaboration avec l'ANAPEC au niveau de la région, on travaille avec l'Entraide nationale, on travaille avec la société civile, qu'il ne faut surtout pas oublier, ils ont un rôle primordial à jouer, parfois même plus important que le rôle des institutions, quand on parle vraiment au niveau local, quartier, province, région, ils ont un impact et une interaction directe avec ces personnes, ils les connaissent profondément, connaissent leurs besoins, et donc ils ont cette capacité de travailler avec eux de manière un peu plus efficace. Donc on travaille avec la société civile, on travaille avec les institutions publiques, et tout notre travail se fait pour assurer les indices de pérennisation de ce processus. Parce qu'un projet de 4 ans, 5 ans ne peut pas, en tant que tel, faire changer la mentalité.
mais on peut pousser vers un changement positif des mentalités. Il y a un autre point que je voudrais soulever, c'est vraiment le rôle des médias. Une émission comme la vôtre, donc ça fait donner de la visibilité à la question, surtout de manière positive et de manière surtout proactive. Et je crois que les médias ont un rôle critique et primordial pour vraiment faire donner plus de visibilité à la question, pour atténuer l'impact des préjudices et des stéréotypes à l'encontre des personnes en situation de handicap. En tout cas, on l'a compris, tout le monde a son rôle à jouer, que ce soit les médias, la responsabilité aussi de la société civile, les associations et puis les institutions publiques et internationales. On arrive au terme de cet entretien, mais avant de finir, quand même, une question sur les perceptions, les perspectives, les perspectives d'évolution de ce programme d'ici les 3-4 prochaines années. Quels sont les objectifs à atteindre d'ici là et quels changements peut-être pour améliorer ce qui est déjà en place? Donc on vient de clôturer la toute première édition, donc il y a 2 semaines, le 16 juillet, on a eu la cérémonie de clôture. On a un bilan positif. Un bilan très positif, alhamdoulilah. Donc il y avait les pouvoirs publics, il y avait le nouveau directeur de l'USAID qui était là. Et donc on avait annoncé les vainqueurs de ce programme Odyssée Plus, mais également le programme de l'entrepreneuriat féminin vert, des Odyssées pour elles. Et donc pour l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura la 2e édition, tout en travaillant surtout avec l'ANAPEC et l'entraide nationale, et essayer d'impliquer d'autres institutions, surtout la société civile, et d'impliquer peut-être des sponsors du secteur privé pour faire monter en puissance ce programme. 10 millions de dirhams, ce n'est pas beaucoup d'argent pour changer des mentalités, mais c'est un pas vers l'avant, c'est un pas dans la bonne direction. C'est un début, puis encore beaucoup de choses à faire. Merci à vous, Monsieur Younes Tihem. Je rappelle que vous êtes directeur général des programmes de développement socio-économique inclusif de Bni Mellaleх Nefra. C'était un plaisir de vous avoir et de parler d'un sujet aussi important avec vous ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouvel invité.